Bonjour. J'ai donc le plaisir d'introduire cette journée d'espace analytique qui questionne en acte ce que l'évolution de notre modernité, mais aussi ce que nos origines ont fait des corps. Quelle est la politique des corps déployée entre science et fiction ? Elle s'inaugure judicieusement avec le corps et ses nouages, puisqu'en effet, tout commence là. Et ce n'est pas métaphore que de le dire. Oui, il y a lieu de questionner la formation inaugurale des nœuds entre le corps et le langage. Et ce, alors même que ce langage est certes sécrété par le corps, mais finit par l'envelopper au point de devenir sa demeure. C'est une première torsion, simple jusque-là, c'est celle en somme du ver à soie qui sécrète lui-même le cocon qui va l'abriter. Mais la comparaison s'arrête là, puisque l'hypothèse qui peut être soutenue, en déchiffrant une part encore méconnue du texte de Lacan, est que ces nœuds du corps et du langage se forment de ce que l'un vient suppléer au défaut de l'autre. L'appel au langage a pris place et continue de le faire là où une perte insiste continuellement dans la jouissance, et notamment celle des corps sexuels. Un nœud primordial où une soustraction de jouissance participe à une absence de rapport et où le langage est appelé, dans cette béance, pour introduire un autre mode, ou de fait introduit un autre mode de rapport. Cet autre rapport est définitif, il métamorphose l'habitat de ce corps. C'est un sacré nouage, en effet, que l'un soit pour toujours, depuis l'origine, et à chaque instant, ce qui supplée aux conséquences du défaut de l'autre. Et que ce langage est à son tour déployé un système subjectif en évolution constante qui attribue à ce corps un certain sens à la fois subjectif et politique. Corps et langage seront désormais noués ensemble par l'intermédiaire de la composition nouvelle de cette jouissance du par-l'être. Voilà ce qui constitue un nœud au sein duquel le signifiant du langage peut servir dès lors à tout, et il le fait, sauf à combler le trou par lequel il a été appelé. Appelé à suppléer à un défaut, il va plutôt l'accroître en fait, à partir de ses suppléances, en instituant une béance entre les sexes, tout en la masquant. Et en outre, il va faire reculer la jouissance. La jouissance concerne un champ très vaste, puisqu'elle se distribue dans tout ce qui consiste à jouir et à jouir d'eux, y compris au sens juridique, et elle consiste, pour ceux qui parlent, à traiter les corps sur certains modes. Depuis la chatouille jusqu'à la flambée des sens, disait Lacan, ce qui veut dire depuis le plaisir le plus mince jusqu'au traumatisme le plus grave. Le champ de la jouissance évolue massivement depuis l'émergence du langage, alors qu'avant le langage, il évoluait fort peu. Durant des millions d'années, les hominidés vivaient relativement immobiles et immuables. Avec le langage, il y a 200 000 ans, et surtout avec l'écriture, il y a 5 000 ans, la course de l'évolution n'a cessé de s'accélérer et la jouissance n'a cessé de reculer. Notre ancêtre sapiens a renoncé successivement à un certain nombre de jouissances et les a remplacées par des substituts des plus de jouir, qui ne correspondent plus vraiment à une jouissance, mais qui satisfont néanmoins à une étape, parfois très longue, jusqu'à l'étape suivante où ils sont à leur tour renoncés et substitués. Ces jouissances qui ont reculé concernent précisément ce qu'on peut faire d'un corps, le corps de l'autre, ou le corps comme l'autre, ou le corps comme autre, une fois que ces corps parlent, selon les lois elles-mêmes des communautés. On peut donc le manger. Ce sont là les premiers modes de rapport au corps des sociétés humaines qui consistent à incorporer le corps de l'autre. On croit que le cannibalisme concerne quelque chose d'animal. En réalité, il dépend déjà largement du langage. Lacan soulignait qu'on ne pouvait pas faire de nœud avec le corps de l'autre et qu'on ne pouvait que l'étreindre, et que même pour ce qui est de le pénétrer ou d'en être pénétré, ça n'allait pas très loin. Ça reste en surface, à tout point de vue, une surface faite de sens, d'images couplées au signifiant. Un lion s'approchant d'une gazelle salive peut-être, mais il salive à l'idée de la chair qu'il y a dessous, dont il connaît le goût, et non pas de la surface. D'ailleurs, c'est plutôt la lionne qui chasse. Que nous ayons été cannibales, cela ne fait aucun doute. Il y a 800 000 ans,
et même encore au Moyen-Âge, voire jusque dans les années 60, dit-on, du siècle dernier. Mais nous n'étions pas cannibales comme l'est l'animal, qui savoure la chair crue qu'il dévore à sa faim. Nous l'étions selon le sens, dès le moment où les langues sont apparues, même si l'observation de l'animal n'était pas loin. Nous mangions un corps humain pour nous approprier les qualités de l'ennemi que nous avions mis à mort après l'avoir tenu en esclavage, si c'était un ennemi. Ou bien nous mangions un des nôtres après sa mort pour empêcher qu'il pourrisse et pour conserver les qualités du groupe, à moins évidemment qu'il s'agisse de famine. Cela faisait partie de ce qu'on pouvait faire d'un corps. Cela consistait, avec la chair, à manger du signe puis du signifiant. Une fois installé, le langage a commencé par faire reculer le cannibalisme précisément, puis il a fait reculer les sacrifices humains, ceux qu'on offrait aux dieux en supposant qu'ils en jouissent, des enfants surtout. C'est le Dieu de la Bible, on le sait, qui a fait reculer les sacrifices d'enfants, qui les a bannis en substituant le bélier au fils d'Abraham, en traçant la frontière entre sa jouissance et son désir. Puis le langage a fait reculer aussi l'esclavage, beaucoup plus tard, cette forme de jouissance qui consiste à disposer du corps de l'autre et qui a perduré, elle, jusqu'au XIXe siècle au moins. Jusqu'ici, le recul de la jouissance n'a pas été plus loin que le capitalisme, qui ne consiste plus, lui, à disposer du corps de l'autre, mais à prélever une plus-value sur son travail et à l'en déposséder peu à peu, après l'avoir dépossédé de son savoir. Mais ce recul de la jouissance se poursuit largement en ce qui concerne la jouissance sexuelle, c'est observable. Celle qui inclut les enfants est désormais là interdite, celle qui concerne les femmes sans consentement aussi. Chaque renoncement à une jouissance a exigé un plus de jouir pour la compenser, pour passer d'une organisation économique à une autre, dans une évolution qui s'éloigne toujours plus du trauma au long des temps pour se rapprocher du plaisir. Ce qui n'empêche aucunement que les jouissances exclues de la loi fassent retour hors de la loi sous des formes tout aussi brutales. Ce processus de recul des jouissances, qui a été identifié par Lacan, avait déjà été soupçonné par Freud, par exemple, sous la forme où il décrivait comment les organes sexuels avaient été divinisés à l'origine et comment, après qu'on en eut extrait tout le sacré et l'idéal que l'on pouvait en extraire, on les avait alors relégués et enfouis comme des parties honteuses. C'est un des modes, en effet, selon lesquels le langage fait reculer la jouissance, par idéalisation d'abord, puis déchétisation, si l'on peut dire, ensuite. La première étape de la psychanalyse n'avait d'ailleurs pas questionné pourquoi l'organe sexuel était divinisé à l'origine, notamment sous forme de phallus, comme si c'était naturel. Il faudra attendre la théorie sexuelle de Lacan pour pouvoir commencer à le comprendre. Cette étude, donc, des politiques du corps qui nous rassemble aujourd'hui, se poursuit tout aussi judicieusement avec le cas du rêve, où l'on pourrait là penser que le nouage n'est que métaphore, puisque le rêve est le royaume des métaphores. Et pourtant, dans le rêve aussi, le corps est réellement noué au langage par l'intermédiaire de la jouissance. Il est réellement lié. L'imaginaire est réellement lié au symbolique par l'intermédiaire du réel. À la différence près que le rêve ne parle pas, il écrit, qu'il ne jouit pas, sauf dans le cauchemar, où l'autre jouit du rêveur. Il calcule un mode de jouissance qui puisse satisfaire l'inconscient en visant l'homéostase, l'équilibre plat du plaisir. Et là, le corps fait partie du matériel littéral dans le calcul de la jouissance possible, tandis que les séquences successives du rêve élaborent et montrent une sorte de traversée du fantasme où s'écrivent, se condensent, se déplacent les pensées de l'inconscient pour aboutir enfin à une lettre recelant la jouissance possible. C'est un programme, en sorte. Vous reconnaissez là le parcours du rêve d'Irma, par exemple. Il y en a bien d'autres, évidemment. Le calcul de cette lettre finale établit la jouissance que l'inconscient admet, c'est-à-dire la jouissance phallique, celle qui est liée à la parole, mais aussi à l'orgasme, Lacan l'a souligné, pour les femmes autant que pour les hommes. Elle est élaborée après avoir écarté, transformé, éliminé celle qui n'admet pas la jouissance de l'autre. Non pas celle des femmes qui consiste à jouir de l'autre génitif objectif, mais celle d'un autre
génitif subjectif, plus ou moins monstrueux, qui veut jouir du rêveur de quelque façon brutale, incube ou succube du cauchemar, qu'il abolit comme sujet, voire comme corps. Tout cela donc noue le corps au langage de façon réelle et non pas par métaphore. En revanche, dans ce qu'on peut faire d'un corps, dans la politique des corps dont nous parlons, il y a quelque chose qui fait métaphore, continuellement, là aussi. Ce qu'on appelle les rapports sexuels font métaphore du rapport sexuel, d'un rapport entre les sexes qui serait sexuel au lieu du rapport que la loi du discours édicte et qui ne l'est pas. C'est justement parce que le langage supplée à cette béance entre les sexes quant à leur rapport sexuel que les rapports sexuels prennent fonction de métaphore du rapport qu'il n'y a pas. La preuve qu'il y a bien un rapport sexuel entre les sexes, eh bien, elle est ici. Les deux corps sexués s'accouplent sexuellement, tout simplement. Ils copulent, comme dit Lacan. Seuls, disait-il, les signifiants copulent dans l'inconscient. Mais les sujets mathématiques qui en résultent sous forme de corps sont conduits à en faire autant, baiser qu'ils appellent ça. Fin de citation. C'est en somme, selon les lettres qui se forment dans le langage au sein de l'inconscient et qui font copuler les signifiants entre eux, donnant sens ainsi au corps sexué, que ces corps s'accouplent, bien plus que par l'instinct. Et l'on peut remarquer que cela a contribué à peupler la Terre bien plus sûrement que l'instinct. Car la loi des discours n'écrit entre les sexes qu'un rapport de disposition de l'un par l'autre qui n'a rien de sexuel. Elle est en recul ici aujourd'hui, cette loi, mais elle est en rebond aux quatre coins du monde. Et les rapports sexuels suppléent aux rapports qu'elle ne comporte pas. C'est là que nous touchons du doigt une des raisons du développement exponentiel de la pornographie, par exemple, de plus en plus accessible, qui tente de faire métaphore du rapport qu'il n'y a pas. Une sorte de fascination qui saisit de plus en plus de spectateurs, jeunes particulièrement, mais pas que, devant le spectacle des organes sexuels dans leur action de pénétration. Une montée de la pornographie qui paraît inversement proportionnelle à la réalité du rapport sexuel de plus en plus absent. L'addiction à cette monstration des organes s'accouplant retrouve quelque chose de la fascination des peuples d'autrefois qui scrutaient ces organes en divinisant quoi ? Le symbole d'un pénis qui ne céderait pas au seuil de la jouissance, qu'on a appelé phallus. La pornographie montre ce qui est supposé faire rapport, comme la clé avec la serrure, un rapport anatomique donc, alors que le défaut du rapport, lui, ne se voit pas, puisque ce défaut s'instaure de la disjonction des jouissances des deux sexes, psychique autant qu'organique. La scène pornographique a d'abord le sens de monstration. Elle vise l'auto-érotisme accompagné de fantasmes, bien sûr, sorte de scène primitive reconduite autrement. En outre, elle prend le sens qui lui donne son cadre, puisqu'il exclut les termes de l'amour, délibérément, bien sûr, mettant en acte de façon quasiment parodique la syntaxe de la loi sexuelle. Il a, elle est. Elle acte ce que Lacan appelle la fiction simplette de cette loi, où l'homme est ce qui a et a ce qui est l'objet féminin. Il est intéressant de noter une fois encore que cette pornographie fut moins interdite que le roman de D.H. Lawrence en 1928, Lady Chatterley, qui au contraire, lui, plaçait sa scène sexuelle dans le cadre d'un amour naissant. Il ne tentait pas de montrer dans son écrit des rapports sexuels comme une métaphore du rapport qu'il n'y a pas, pour faire croire qu'il y en a. Il entendait au contraire montrer la fragilité de ce qu'il appelait la réalité phallique, celle de l'organe comme du symbole, qui tend à disjoindre les jouissances des deux partenaires, organiques et psychiques aussi bien. Il montrait précisément en quoi les rapports sexuels ne forment pas un rapport sexuel et comment l'amour peut venir dans un couple suppléer à cette disjonction. La pornographie fait monstration des rapports sexuels plus encore de nos jours, là où le non-rapport entre les sexes s'avère criant, voire violent. Les féminismes ont évolué loin du partage de la jouissance entre les sexes, les masculinismes plus encore. Leurs empires empirent cette absence, si l'on peut dire. Ils en multiplient les substituts, les retours parodiques à la loi sexuelle, les retours au Dieu qui la restaure, etc. Les discours sont hantés par ce très violent non-rapport. Seul hors du discours, l'amour y supplée.
à partir de la jouissance autre, celle d'une femme le plus souvent, qui consiste à faire un nœud à 3 comme un borroméen, là où il n'y a pas de 2, afin que l'autre la partage, sa jouissance. Il ne s'agit pas d'un vaudeville impliquant un amant, un mari, mais de ce que la position de cette femme se divise en deux. Dans l'une, elle se prête à être l'objet du désir, dans l'autre, elle vaque à sa propre jouissance, qui consiste à jouir du corps de son homme, c'est-à-dire de l'autre du désir et non pas de l'objet, bien sûr. Cette division est celle que les discours féministes refusent, déclarant la femme tout objet afin de le dénoncer, alors qu'elle ne l'est pas toute, évidemment. Ce qui n'a pas empêché leur gain politique important pour le statut des femmes et pour l'évolution de l'idéologie sexuelle. Nous pourrions dès lors nous poser cette question majeure, après que Lacan l'ait fait, à bas bruit. Pourquoi, en somme, là où cela ne se noue pas à 2, comme dans le rapport sexuel, le rapport des sexes, pourquoi ne l'a-t-on pas noué à 3, comme le font les femmes une par une ? Pourquoi ce qu'on appelle l'humanité n'a-t-elle pas fait cela, au lieu que les lois des discours coupent entre les deux jouissances, n'en conservant qu'une avec son objet ? Je cite Lacan. On les a prises autrement, il doit y avoir des raisons pour ça, parce qu'on ne voit pas pourquoi on n'aurait pas essayé de serrer le point, de faire le point, si vous voulez, avec ça, plutôt qu'avec des choses qui se coupent. C'est un fait que ça ne s'est pas passé comme ça. Il est probable que ça nous aurait dressé tout différemment. Fin de citation. Il s'étonnait là, en effet, qu'on ne se soit pas plus servi du borroméen, ce nœud que l'on connaît depuis longtemps, au moins depuis la Renaissance italienne, puisqu'il figurait dans le blason des princes borromées, signifiant que si l'une des 3 îles se détachait de l'alliance borroméenne, alors l'ensemble de l'alliance était dissous. C'est une structure où chaque cercle est noué à un autre par l'intermédiaire du 3e, et non pas directement. Voilà précisément ce qui se produit pour les 3 dimensions auxquelles le sujet du langage doit sa structure en tant qu'il a un corps parlant. Lacan poursuivait, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne s'en soit pas servi. Enfin, parce que c'était vraiment une façon de prendre ce que j'appelle les 3 dimensions. On a procédé, en effet, en coupant entre les 2 jouissances disjointes des sexes par le biais d'en élider une des 2. Il n'y a plus de disjonction entre les 2 jouissances puisqu'il n'y en a plus qu'une. Il n'y a plus non plus d'organe responsable de la disjonction, mais il y a son envers, dans le discours, de puissance rêvée. On a gardé le discours de l'un de l'homme disposant de son A, de son objet A féminin. Et on a élidé, dans le discours, et on a élidé l'autre de l'autre sexe. Or, soulignait Lacan, il n'y aura jamais conjonction, copulation quelconque du 1 au A. Il suffit en effet de regarder la politique des corps dans les contrées où la parodie de cette loi a aujourd'hui ressurgi. Il n'y a pas l'ombre d'une conjonction entre l'armée de l'inphallique du discours et l'ensemble des objets A féminins dont il dispose. Nouer à 3 les lois sexuelles, au lieu de les nouer ainsi, nous aurait certainement dressé différemment en effet. Car relégué hors du discours, ce nœud rend certes, ce nœud à 3, rend certes l'absence du rapport sexuel moins lourde, comme le dit Lacan, mais il ne s'entend qu'à peine, voire pas du tout, et il ne limite pas les dérives de cette loi, on le sait. Quant aux métamorphoses du corps dont il va être question cet après-midi, elles empruntent sûrement beaucoup à celles par lesquelles Ovide montrait les excès des jouissances des dieux et leurs sanctions, comme ceux de l'empereur romain, ce qui lui valut l'exil. Elles se prêtent à l'image, comme il en sera question, car l'image aussi est métamorphose. Et elle aussi tient fonction éternelle de suppléance, on l'oublie souvent, dans ce qui noue la jouissance d'un corps au langage. Elle aussi, elle est appelée au regard d'un défaut de jouissance dans le corps. Ce corps naissant prématuré, avec un gros cerveau, est incapable, contrairement aux autres mammifères, de se tenir debout, de se nourrir, de se déplacer lorsqu'il émerge du corps maternel. Il est soumis au morcellement pulsionnel, qui fait de lui une bouche à nourrir, des excréments à recueillir et à nettoyer. Dans ce cadre, un peu plus tard,
L'image au miroir suscite chez l'enfant un cri de jubilation car elle le sauve du morcellement. Elle l'identifie dans l'instant à une forme unique et unitaire enfin. Le miroir pacifie le corps morcelé et il le sépare une première fois de la mère aussi bien, à condition que celle-ci valide l'image de ce corps séparé d'elle et ainsi revête cette image de l'idéal que secrète le langage. Cette suppléance définitive de l'image doit tenir tout autant que celle du rapport sexuel par le langage. Elle recèle ce reste de la jouissance première qui fut perdue lorsqu'advint le sujet du langage, en renonçant à celui qu'il était dans le désir premier. Ce recel est en creux dans la mémoire de l'image. Il est indice de l'objet A qui satisfait le désir de l'autre, qui a satisfait le désir de l'autre. Les nouages par suppléance, donc, sont tout aussi présents dans les identifications sexuées, puisque les corps sont sexués non par leur sexe, mais par la grammaire phallique du discours, la syntaxe du « il l'a, elle l'est ». Leurs énoncés et leurs images se conforment le plus souvent à cette loi, à grand renfort de symptômes et de fantasmes. Mais l'énonciation inconsciente des sujets, elle, témoigne de ce qu'ils traversent régulièrement, de l'une à l'autre, les logiques sexuées, l'une phallique et l'autre. L'une toute phallique et l'autre pas toute phallique. Le siècle précédent a offert à tous de traverser le genre, voire le sexe. Et ce symptôme fut présenté comme une norme des corps parlants. Il sert maintenant d'ailleurs d'alibi au retour en force des lois sexuelles. Mais en réalité, ce retour, au-delà de cet alibi, vise plutôt les femmes qui, aussitôt parvenues à s'ancrer dans les discours, ont levé cette sorte de malédiction d'en avoir été exilées, d'avoir levé la débilité que cet exil leur avait imposée. Et au moment où cet exil fait retour des deux côtés du monde, le silence des hommes, là, commence à cesser. Là commence à croître leur refus de cette parodie de racisme sexuel où, comme l'analysait Lacan, au lieu de laisser l'autre sexe à son mode de jouissance, on lui en a imposé une autre, au point de le tenir pour un sous-développé. Il apparaît de mieux en mieux combien l'inconscient est politique, combien il est la politique, comme il l'avait déduit, ajoutant qu'elle était motivée par une logique du fantasme. Il est temps que la psychanalyse sache apporter au monde là-dessus un peu de ce qu'elle sait. Dès lors, on voit bien que cette politique des corps passe par les occurrences de ce corps qui se noue, à l'aide et à cause de ses suppléances, celle du corps un par un, de l'image spéculaire, qui peut se compter dans le rang des séries ou des foules, celle des corps deux à deux, du non-rapport sexuel, qui se compte comme des rapports sexués par les lois de l'alliance en recul, celle des traversées des logiques sexuées, montrant que le binaire n'est pas présent dans le psychisme, après tout, mais seulement dans l'anatomie, pour l'essentiel, et que la fluidité silencieuse du genre est bel et bien l'ordinaire du sujet du langage, et que la psychanalyse le montre. Tout autant que ce corps virtuel, ce corps absenté, dont la mémoire efficace participe à un plaisir d'autant plus exquis, comme on le dit en médecine, d'une douleur, qu'il est à la fois un renoncement à en jouir sur un mode usuel et à la fois une retrouvaille d'un petit plus qui en signe la présence en même temps que l'absence. Le virtuel ouvre des horizons nouveaux quant à ce qu'on appelle satisfaction, on le sait. Eh bien, je souhaite que cette journée d'espace analytique soit bonne, utile, novatrice pour nous tous, qu'elle renouvelle le travail et la marche de notre association dans cette perspective préoccupante que l'actuelle réserve aux psychanalystes, face à laquelle d'ailleurs ils s'assemblent pour tenter de répondre efficacement. On peut se souvenir que la psychanalyse n'a pas besoin d'être acclamée pour exister, mais insultée non plus. En revanche, elle a besoin d'avancer, de saisir les données de notre époque, celles de notre sujet de l'inconscient, dans sa valence politique autant que clinique. C'est pourquoi nous attendons beaucoup du congrès qui se tiendra dans quelques années à Tbilissi avec nos courageux amis géorgiens, afin de bien dire ce à quoi le sujet de l'inconscient a affaire et lui permettre de bien le dire lui-même, car c'est là le premier pas de ce qui le porte, de ce qui nous porte vers les temps à venir, des temps qui consistera probablement, il faut l'espérer, pour une part au moins de la psychanalyse, à formuler à nouveau quelque chose que le monde
que le monde devrait savoir pour que sa marche comporte un peu moins de fantasmes et un peu plus de pensée. Je vous remercie.